Face à ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement de l'appareil administratif de l'État, les députés nationaux ne sont pas restés sous silence. À ce sujet, ils ont adressé ce mercredi 28 mai 2014 une question orale avec débat au ministre de la fonction publique Jean-Claude Kibala. À Johannesburg, les participants au sommet des Gender Links ont lancé un message pour soutenir les lycéennes nigériennes enlevées par Boko Haram. Le journal Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous messieurs Dende et Sakanou, connus sous le nom de Lexus Légal. Bonsoir. Bonsoir. Et d'abord l'actualité, nous nous rendons maintenant au Palais du Peuple, siège du Parlement national, où le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, a été entendu mercredi 28 mai 2014 à l'Assemblée nationale dans le cadre de contrôle parlementaire. Ce membre du gouvernement a répondu à la question orale avec débat concernant notamment les dysfonctionnements observés dans l'administration publique RD congolaise. Laine Bofan-Dombungu et Blaise Lunda. Jadis considéré comme épine dorsale de la gestion administrative et économique du pays, à en croire les députés nationaux, l'administration publique congolaise devient progressivement inefficace pour assurer les missions qui lui incombent. En effet, partant du constat des élus, il convient de relever que plusieurs mots rongent la fonction publique, à savoir l'absence d'une vision claire du rôle de l'administration publique, des effectifs non contrôlés, non maîtrisés et mal gérés, et l'absence d'une politique de recrutement des agents. Voilà qui a justifié la question orale avec débat du député national Grégoire Miribi adressée au ministre de la fonction publique Jean-Claude Kibala. La motivation était que quand nous sommes dans nos circonscriptions, nous avons des agents qui se plaignent et ils sont nombreux. Des agents qui ont des numéros matricules, qui ont fait les recensements depuis plusieurs années, mais qui ne sont pas payés. Les agents qui ont, surtout ceux de 2010 jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été payé. Alors on ne comprend pas où sont parties les banques de données de ces recensements. Le ministre de la fonction publique a, au cours de son intervention, fait un état de lieu de son ministère. Selon le membre du gouvernement, les opérations de recensement biométrique des agents et fonctionnaires de l'État, lancées il y a près de 9 ans, ont tiré en longueur à cause des problèmes divers, notamment ceux liés aux finances et à la logistique. Ces opérations, a poursuivi le ministre de la fonction publique, ont permis à l'administration publique de disposer des données fiables de ses employés. S'agissant de la mise à la retraite des fonctionnaires, le ministre de la fonction publique a affirmé que l'administration publique congolaise est en grande partie vieillissante et mérite un rajeunissement. Un débat houleux s'en est suivi à l'issue de l'intervention du membre du gouvernement. Pour faire un flashback nostalgique, en 1960, l'administration publique RD congolaise était la mieux structurée et même l'une des plus efficaces au niveau continental. D'un cran en dessous, à la Chambre haute du Parlement RD congolais, les sénateurs ont adopté mercredi 28 mai 2014 le rapport de la commission Mabi Mulumba au sujet du projet de loi portant création et organisation de l'ordre national, des commissaires aux comptes et des experts comptables. Suivez ces commentaires de Nadia Koulenfouka sous les images de Blaise Lunda. La présente loi a donc pour objet de créer l'ordre national des experts comptables et réglementer l'exercice de la profession. Les experts comptables sont inscrits au tableau de l'ordre, les commissaires aux comptes sont choisis par les experts comptables agréés par l'ordre. À travers le monde, toute profession libérale est structurée et régie par un ordre. Cependant, la profession des experts comptables est exercée jusqu'à présent en République démocratique du Congo sans l'encadrement légal des professionnels de la comptabilité. Cette absence d'encadrement légal n'a pas permis le fonctionnement efficient et optimal de cette profession, pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances tant publiques que privées. Compte tenu de la nécessité et de l'importance de la profession des experts comptables dans la prise des décisions, notamment des investisseurs, des institutions financières, des employeurs et de l'État par son rôle déterminant pour la fiabilisation des états financiers et pour la bonne gouvernance, il s'avère nécessaire de doter la République démocratique du Congo d'un ordre des experts comptables. La présente loi détermine les missions et les organes de l'ordre, dans les contenus de la profession d'expert comptable et prévoit des sanctions pour usage illicite du titre d'expert comptable. Quittons la commune de Lingwala, où se trouve le Palais du Peuple pour la Gombe, où la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante et les expulsions massives des ex-Zaïrois au Congo-Brazzaville ont constitué l'essentiel des sujets abordés mercredi
28 mai 2014 au quartier général de la MONUSCO. Entendez, mission onusienne basée au Congo-Kinshasa. Sylvie Fortuné, Boula. Processus électoral en République démocratique du Congo, la mission onusienne salue la publication du calendrier des élections locales, urbaines et municipales par la Commission électorale nationale indépendante. Nous saluons cette proclamation, enfin cette diffusion du calendrier électoral et comme je l'ai dit, nous allons tout faire pour que dans l'avancée même de l'application de ce calendrier électoral, que nous soyons présents au niveau, de l'élaboration de l'organisation en amont des différentes élections, que nous soyons là pour éventuellement relever les difficultés et voir comment, en tant que MONUSCO, en tant que représentant, des Nations Unies ici, comment nous allons faire pour accompagner ce calendrier pour qu'il puisse être réalisé selon les désirs du président de la CENI. En ce qui concerne des expulsions massives de RD congolais du Congo-Brazzaville, le porte-parole civil de la MONUSCO, Charles Bombara, réaffirme l'engagement pris par Martin Kobler, celui d'arrêter immédiatement l'opération. Le représentant spécial ainsi que la représentante spéciale chargée des questions de violence en conflit se sont élevés contre de tels actes et on dit c'est vrai que dans une certaine mesure les expulsions au niveau des pays ont un caractère national, mais cela dit, cela doit se faire au regard du respect du droit international. Nous avons, dans ce communiqué, interpellé les autorités du Congo à initier une enquête pour faire la lumière sur les auteurs qui ont commis donc ces violations. Il faut dire que c'est jeudi 29 mai, le monde entier célèbre la journée des casques bleus qui aura pour thème une force pour la paix, une force pour le changement, une force pour l'avenir. C'est donc déjà pour demain la journée internationale de casques bleus de l'ONU, commémorée chaque année le 29 mai, rend hommage pour leur professionnalisme, leur dévouement et courage aux 116 000 casques bleus, hommes, femmes, qui ont servi et continuent de servir dans les 16 opérations de maintien de paix de l'ONU. C'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3200 casques bleus de l'ONU qui ont perdu leur vie en voulant protéger celle des autres. L'objectif est de faire des opérations de maintien de la paix une force pour la paix, une force pour le changement et une force pour l'avenir. Au niveau de la primature, la semaine française se poursuit à Kinshasa et mercredi 28 mai, le Premier ministre congolais Matata Ponyo a reçu en audience une délégation du groupe France Média Monde, conduite par son PDG Marie-Christine Saragos. L'entretien a porté sur la production de différentes émissions sur place à Kinshasa. Anne-Marie au site pour le détail. Venu de France pour animer les différentes émissions dans le cadre de la semaine française en vue de rapprocher les communautés d'affaires françaises et congolaises. La délégation du groupe France Média s'est entretenue ce mercredi 28 mai 2014 avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur les modèles économiques de la RDC. Eh bien, nous avons parlé avec le Premier ministre de l'objet de notre visite, c'est-à-dire cette semaine française autour de l'économie en particulier. Puisque nous sommes très intéressés par le modèle économique de la République démocratique du Congo et nous avons donc délocalisé de nombreuses émissions pour justement mieux comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la présence de nos médias ici en RDC, de RFI, de France 24, de notre activité de coopération avec RFI Planète Radio et les radios communautaires. Puis nous avons parlé aussi de formation, nous avons évoqué à peu près tous les domaines de l'activité du groupe France Média Monde qui regroupe RFI et France 24. Les patrons du groupe France Média a aussi martelé sur les relations qu'entretient la RDC avec les médias étrangers. Le développement du secteur de médias en République démocratique du Congo, tel est le thème de la conférence organisée cet avant-midi dans le cadre de la Semaine française à l'Institut français à la Gombe. Et plusieurs acteurs du secteur de médias ont pris la parole. À cette occasion, par exemple, le ministre congolais de médias, Lambert Mende, le numéro 1 du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. l'abbé Jean Bosco Baala, le responsable de France 24 et de la RFI et autres, Afrika Mujinga et Pepito Matondo.
Un avant-midi riche en matière avec le professionnel des médias, réunis autour de la question sur le développement des secteurs de médias en RDC. Pour le ministre congolais de médias Lambert Mende, l'encadrement de ces secteurs s'avère important ainsi que l'autorégulation de la profession. Le CESAC, représenté par son président Abbé Bala, pense qu'il y a 4 défis à relever, entre autres l'assainissement des secteurs médiatiques, tout en relevant que le CESAC prouve parfois des difficultés pour réguler les médias internationaux. Le président de l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées, Stéphane Kitutu, lui a pensé au contenu des médias qui devra être valable pour les téléspectateurs. Pour Stéphane Kitutu, les dérapages dans le fonctionnement des télévisions est parfois dû aux acteurs politiques. Les médias internationaux, par contre, ont salué le dynamisme des journalistes congolais. Un motif de fierté pour les ministres des médias. La Constitution en vigueur, adoptée par le peuple congolais par référendum et promulguée en février 2006, consacre ses articles 22, 23 et 24 aux droits et libertés d'expression, en ce compris la liberté de presse et d'information, dont les modalités d'exercice sont renvoyées à la loi de 1996. Qu'en est-il de l'apport de Canal+ à ces grands événements? Nous estimons que Canal+ en RDC, c'est une opportunité d'apporter notre savoir-faire, l'expertise au niveau de l'édition des chaînes, au niveau de l'agrégation des chaînes, et ça a permis à ce que nous soyons présents en RDC. La première édition de la Semaine française a débuté le 26 mai 2014 et prendra fin le samedi 31 mai, une organisation de la Chambre des commerces internationales franco-congolaise. Alors, l'exus légal, l'année 2014 sonne quand même les cinquantenaires de ce qu'on a appelé l'organisation de l'Union africaine, l'OIA, devenue Union africaine. Vous avez été à Addis Abeba pendant une semaine, c'était par rapport à... Tout simple. Ouais, ok, merci beaucoup pour la question. C'était exactement pour ça. C'est-à-dire que pour cette commémoration de cinquantenaire on va dire, de l'OIA devenue Union africaine, il a été mis en place un programme qui s'appelle ARC, c'est-à-dire Africa Reimagination Creative Hub. On a invité des sections, des différents acteurs africains, dont cette fois-ci c'était les acteurs culturels, pour réfléchir, pour faire une projection sur les 50 prochaines années de l'Afrique, d'accord, de l'Union africaine en fait. Mais cela n'avait pas du tout empêché que l'on parle un tout petit peu du passé, des choses que nous on a trouvées aberrantes jusqu'à-là, qui ne marchent pas, c'est-à-dire l'Union africaine politique. Et on a dénoncé des choses que l'on ne comprend pas, c'est que fait exactement l'Union africaine, et en termes de règlement de conflits, tout simplement aussi sa voix dans le monde. On a l'impression que 50 ans après, les États-nations formés en 1885 sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire que les gens sont repliés, les extrêmes nationaux sont de plus en plus forts, et on ne comprend pas tout simplement la position de l'Union africaine. Mais sinon, on a passé toute une semaine en conférence pour essayer de discuter et faire une projection sur l'Afrique, quoi. Justement, vous avez discuté, vous avez fait des projections, certainement que vous avez aussi couché sur papier les différentes recommandations, mais vous venez de le dire. Il s'est agi un peu de passer en revue ce qui s'est passé précédemment. Mais est-ce, en tant que culturel, pensez-vous avoir le dessus sur les politiques? Parce que généralement, ce sont eux qui conduisent les affaires. Comment faire pour leur faire réfléchir? En principe, l'Union africaine devrait d'abord être culturelle que politique, en ce qui me concerne. Et là, dans les 50 prochaines années, c'est une recommandation personnelle de faire ce qu'on appelle les réformes structurelles de l'Union africaine, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en Afrique, prenons juste un exemple au niveau politique. Connaissez-vous un seul prétendant, ou je vais dire candidat à la magistrature suprême dont un journaliste aurait posé une seule question sur l'Union africaine, alors qu'aujourd'hui on est en train de voir que tout simplement ce qui vient de se passer, je veux dire pour les élections européennes, il y a des pays, au niveau de pays, dont le bouleversement est total quand même. Donc le problème est que l'Afrique, jusqu'à présent, l'Union africaine n'est pas une Union africaine de peuple. Donc, et qui dit peuple dit culturel. Est-ce que les politiques vont prendre en compte ce qu'on est en train de dire? Pour l'instant, on sait que c'est eux qui sont à la commande. Et on sait que ça va être très compliqué pour eux de comprendre cela. Mais malheureusement, ces changements structurels, ou je vais dire ces réformes structurelles, doivent être faites. Sinon, ça ne servirait absolument à rien, parce que si ce n'est que politique, n'oublions pas que quand les pères de l'indépendance, je veux dire, le père de l'Union africaine se sont mis pour fonder l'OUA, il y avait encore des pays qui étaient colonisés à ce moment-là. Donc l'objectif n'était pas l'intégration comme on le pensait, mais l'objectif était de se dire, voilà, une affirmation, de dire qu'on est africain, on doit se réunir pour bouter dehors le colon.
D'accord ? Aujourd'hui, l'union économique peine toujours à se mettre en place et culturelle n'en parle même pas. D'accord, peut-être que toi tu auras la chance parce que la République démocratique du Congo est composée d'un peuple à la fois culturel et sportif. Peut-être que toi tu auras un filon à exploiter pour justement faire triompher les vœux des culturels que vous êtes. Je vais vous répondre à tout à l'heure. Et puis pour continuer, l'atelier régional sur le développement de la riziculture en République démocratique du Congo s'est clôturé mardi 27 mai 2014. Après le partage des expériences, les experts en la matière sont allés à Kingabwa, dans la commune de Limité, pour visiter les champs de riz. Africa Mujinga et Hugues Moussangilai. Après avoir partagé les expériences rizicoles dans certains pays de la région et analysé la situation au niveau national sur la contribution au développement des chaînes de valeur rizicoles en RDC, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et Développement rural a déclaré clos cet atelier. La culture du riz fait partie des préoccupations du gouvernement de la République démocratique du Congo. Permettez-moi de déclarer clos les travaux de l'atelier régional de développement de la riziculture en Afrique. Juste après la clôture, direction Kingabwa. Les experts en la riziculture se sont rendus à la riziculture de Kingabwa, au projet PIRC, où les paysans ont expérimenté une variété de semences, notamment America, Jasmine et Sipi. Ici, on retrouve également un dépôt de 2 chambres qui permet le séchage et stockage de 500 tonnes de riz. Mes impressions sont très favorables. Je pense qu'on a eu un très grand pas pendant les 3 années du projet. On peut voir que la superficie ici à Kingabwa qui est cultivée maintenant a augmenté de façon significative, de 100 hectares maintenant à entre 500 et 600 hectares. On a introduit des variétés améliorées, on a pu augmenter le rendement vers 4 tonnes à l'hectare. Donc, et quand je parle avec les producteurs ici aussi, je vois un très grand engouement vers le développement de ce site. J'ai été vraiment impressionné par le riz qui est cultivé ici, par les essais qui sont en cours et surtout du fait que les producteurs sont en train de prendre la responsabilité de faire la recherche eux-mêmes. Les experts en riz demandent l'implication des industriels et l'approvisionnement local en matières premières relatives à la promotion de la dite culture. Parler de riz fait penser à une marmite d'une femme et plusieurs dames venues de différents ministères ont pris part à la journée de réflexion concernant l'apport du budget national dans la vie d'un ménage, l'homme, la femme et les enfants. Cette rencontre, ponctuée d'une formation, a été organisée par le secrétariat général aux finances mardi 27 mai 2014 à l'hôtel Vénus de la Gombe. Africa Mujinga, Ndaye Lambwechi, Natacha Bomongo et David Tembeni. Le thème sensibilisation sur la budgétisation sensible au genre a été au centre de cet atelier organisé par le secrétariat général du ministère des Finances. Christophe Bitasimoa Bailly explique le sens de cette activité. Toute société humaine aspire à l'amélioration des conditions de vie de ses membres, qui passe notamment par une répartition équitable des ressources disponibles à son sein. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, voudrait voir les femmes et les filles qui représentent un peu plus de la moitié de la population de ce pays bénéficier de l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie nationale. Le directeur de cabinet du ministre délégué aux Finances, Kabouya Kalala, a signifié aux participants que le budget garantit l'équilibre entre recettes et dépenses. Il a en outre affirmé que l'égalité de genre sera démontrée dans les domaines économiques clés ou moyens de données nationales. J'invite donc les uns et les autres, décideurs comme fonctionnaires, chacun dans son rôle, à s'approprier de cette question et en faire leur cheval de bataille afin de favoriser une prise en compte adéquate de la dimension genre dans le budget.
Tour à tour, les différents intervenants ont entretenu le participant sur le leadership féminin en République démocratique du Congo. Genre et l'accès de femmes aux espaces de prise de décision, les processus de planification budgétaire sensibles au genre et économie, genre et marché de l'emploi. Au gouvernement central et décideur de prendre compte de la dimension dans les grandes questions liées au budget et aux finances des genres. Ce mercredi 28 mai, le monde entier célèbre la journée internationale d'action pour la santé des femmes. À travers cette journée, les femmes du monde comptent maximiser leurs efforts pour rester toujours en bonne santé. Lucie Mahamba et Patricia Bassoir. À ce jour, malgré les efforts fournis à cet effet, il s'avère que les revendications de femmes, face à tout ce que l'on peut considérer comme injustice à leur égard, ne trouvent toujours pas gain de cause. Si dans des pays de grande civilisation, les décideurs ont compris à 90% le combat des femmes, dans les pays moins développés, en l'occurrence la République démocratique du Congo, beaucoup reste à faire, même s'il y a une volonté déjà manifestée. Au sommet de Gender Links à Johannesburg, en Afrique du Sud, les participants ont lancé un message de solidarité à l'endroit de lycéennes nigérianes enlevées par les activistes de la secte islamiste Boko Haram. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, John Ngomboa. Les tambourins et les tambours du drum coffee ont rythmé les soirs du mardi les cris de cœur des participants au sommet sur le genre à l'intention de 200 lycéennes enlevées au Nigeria par la secte Boko Haram. On pouvait lire sur les pancartes en anglais « Bring our girls », c'est-à-dire « Rendez nos filles »,« Bring them alive », « Rendez-les vivantes » et « Time is now », c'est le moment. Qu'il soit exprimé en anglais, en français ou en portugais, les trois langues parlées dans la SADC, ce message est universel dans la mesure où il rejoint les valeurs de l'humanité et singulièrement les combats des Gender Links, à savoir faire aussi place à la femme. Fille du Nigeria et femme à part entière, les lycéennes kidnappées par Boko Haram ont été également soutenues par une minute de silence, bougies allumées et lumière électrique éteinte sous les chapiteaux qui servent de salles de plénière au sommet du Gender Links à Kopanang Hotel. Pour ajouter à la solennité, l'assistance a entamé la chanson We Are the Whole. Ça se voit, les artistes peuvent vraiment emporter les gens ou soit les impliquer dans une cause, noble soit-elle. Alors, nous prenons encore une fois des images de l'Afrique du Sud, mais cette fois-ci avec Indaba Africa's Top Travel Show, où la compagnie aérienne SAA, South African Airways, a déployé plusieurs activités de marketing justement pour marquer sa présence pendant cette rencontre. Encore une fois, Alain Kiuka. You have flown our skies, taken our people on flights of wonder and fantasy. Une grande compagnie aérienne pour un grand pays. South African Airways, qui totalise cette année 80 ans d'existence, a toujours fait la fierté de l'Afrique du Sud qui, elle, célèbre son 20e anniversaire en tant qu'État libre et démocratique. SAA a toujours été présente lors de grandes célébrations et rencontres internationales tenues en République sud-africaine, y compris lors de toutes les éditions de Indaba Africa's Top Travel Show. Pour Indaba 2014, parmi les activités initiées par SAA, il y a eu entre autres ce déjeuner offert par son Chief Executive Officer, Monwabi Sikalawe, aux participants issus des différents horizons. Dans son allocution, le numéro 1 des South African Airways a étalé les nouvelles politiques et stratégies que la compagnie aérienne nationale sud-africaine entend mettre en œuvre pour les années à venir. Elle compte notamment étendre son réseau et son influence en Afrique, améliorer davantage le confort dans ses aéronefs, renouveler une partie de sa flotte avec des avions Airbus nouvelle génération et introduire la connexion Internet Wi-Fi pendant le vol au bénéfice des passagers. Bref, autant d'ingrédients que SAA veut ajouter en termes de services et d'innovation en vue de continuer à satisfaire sa clientèle. Concernant ces destinations, South African Airways,
qui a déjà un réel ancrage dans le monde, va continuer à assurer des liaisons sur tous les 5 continents. Pour ce faire, il a des accords de partenariat avec plusieurs compagnies aériennes. Les derniers accords en date ont été signés avec Etihad et Air Seychelles. Aussi, étant donné que c'est une compagnie fondamentalement africaine, son objectif est d'être la compagnie de choix et par excellence pour le continent africain. En cette période où s'annoncent les grandes vacances et le monde connaît la fièvre brésilienne, SAA va certainement conforter sa connexion entre Johannesburg et Sao Paulo au Brésil. Pour rappel, c'est en 1934 que SAA a vu le jour. Primé pour la 11e année consécutive, meilleure compagnie aérienne d'Afrique par Skytrax, SAA est membre de Star Alliance depuis le 10 avril 2006, devenant ainsi le 18e membre de cette grande association de compagnies aériennes dans le monde. À ce jour, la Star Alliance compte 27 membres. Les valeurs prônées par SAA sont satisfaction de ses passagers, respect et valorisation de son personnel, intégrité, sécurité et sûreté, ainsi que l'excellence dans la performance. Maintenant que Indaba 2014 appartient au passé, le rendez-vous est pris avec South African Airways pour le prochain Indaba Tourisme au mois de mai 2015. Une vraie occasion pour tous ceux qui œuvrent dans les secteurs des transports, destinations et du tourisme de nouer des contacts utiles pour leurs affaires. Fils biologique du géant Taboulei Rochereau, Youssoufa, le chanteur, est à Kinshasa. Il va livrer ce vendredi 30 mai à la Halle de la Gombe un concert. L'artiste est mieux connu pour sa vision critique, surtout sur les dirigeants africains. José Moussangana. Quelques mois après la mort de son père, Seigneur Lay, Youssoufa revient pour faire plaisir à ses mélomanes. À travers son répertoire riche artistiquement, ce rappeur porte un regard critique sur les dirigeants politiques africains. Moi, quand je vois le potentiel de ce pays, déjà on en parle tout le temps, son potentiel de richesse, ça c'est pas nouveau, mais même son potentiel humain par rapport aux compétences et au cerveau et voilà, au talent qu'on a. Il y a moyen de faire table rase du passé et de repartir sur des bases plus saines, mais pour ça, il faut passer un peu le relais et changer un peu la sphère politique de ceux... Voilà, et même pas seulement politique, même les dirigeants des grands groupes ou alors voilà, les gens en poste, les grands décideurs de ce pays-là. En tout cas, place à plus de jeunesse, je suis persuadé que ça rafraîchirait un peu les décisions et la vision du pays. Prenez rendez-vous avec l'artiste ce vendredi 30 mai à la Halle de la Gombe et vous ne serez pas déçus. Alors Lexus, on revient à vous. Vous avez été à Addis Abeba pendant une semaine. Quelle a été la contribution de Lexus à cette rencontre? D'accord. Il faut dire qu'il y a eu à peu près plus de 150 personnes qui ont été invitées par rapport à cette réunion-là, venues des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique entière, mais bon, on a tous comme lien d'être africain à la base et d'avoir vraiment de l'amour de l'Afrique. Alors ma contribution personnelle était très simple, hein. C'est un document qui va être publié parce que je vais le publier en libre droit. Voilà, déjà c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était moi qui avais pris la parole pour parler de réforme, vraiment réformer l'Union africaine, sinon créer une Union africaine culturelle. On doit aller aussi vers ce qu'on appelle aussi simplement du centre culturel de l'Union africaine, parce que ça n'existe pas. Et tout simplement, ça pose problème, parce que ces centres culturels peuvent devenir des lieux de réflexion, de plusieurs choses en fait. Mis en place, je ne sais pas, une composition, avez-vous un programme d'un concert à donner prochainement? Non, ça a été fait. Hein. Ça, quand vous rencontrez autant d'artistes venus de différents pays, c'est totalement normal. C'est-à-dire qu'on a pu enregistrer une chanson le 24, parce qu'en fait, on a fait une grande fête pour le cinquantenaire de l'Union africaine le 25. On a pu enregistrer une chanson dont voilà, on est tous un tout petit peu co-auteurs. Et puis, bien sûr, qu'on a été invité par le ministère de la Culture et du tourisme là-bas. Vraiment, ils ont mis beaucoup de moyens, je vais dire, Éthiopie, pour pouvoir nous faire visiter la ville, mais aussi faire un concert. Donc, on a fait un grand concert au Théâtre National d'Addis Abeba. Je vais dire au Théâtre National de l'Éthiopie, parce que c'est une grande salle. Et on a livré ces concerts-là. Donc, tout ce qui devait être fait a été fait par rapport à ça. Et nous espérons que vous allez aussi arriver à convaincre les autorités RD congolaises ici à l'intérieur pour mettre en place tout ce que vous avez décidé au niveau... Non, ça, c'est même pas les autorités. C'est-à-dire que nous, on a remis à l'Union africaine
africaine qui va se réunir en commission. Donc ces autorités vont devoir aller à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pour pouvoir discuter. C'est-à-dire que mon rôle ici consiste un tout petit peu à vulgariser ces messages-là auprès de jeunes. Mais en ce qui concerne les autorités, ils ont des instances par rapport à cela, et c'est l'Union africaine qui va être saisie parce que c'est elle qui a convoqué. Donc c'est la commission qui a convoqué. Ça veut dire que c'est l'émanation des différentes autorités africaines pour pouvoir voir la vie des culturels, des Africains, des jeunes qui font la culture au niveau africain. Merci, Monsieur Lexus Legal, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.